façon, pendant ces 10 minutes-là, j'étais tout sauf résilient, mais j'ai vraiment absorbé le choc. Et puis une fois qu'il était absorbé, que la blessure était là, il fallait se dire maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 3 mois à me morfondre, ou est-ce que je passe 3 mois à me dire quels sont les points que j'ai jamais eu le temps de travailler, et enfin je vais pouvoir prendre le temps de le faire. Bien, bonjour Jonathan. Bonjour Loïc. Bienvenue sur le podcast Les Frappés. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode. J'ai vraiment hâte que tu nous partages ton parcours atypique de sportif de haut niveau, en rugby à 7 en plus, qui est, pour être honnête, un sport que je connais peu, donc je suis impatient d'en entendre plus à son sujet avec toi. Et donc en parallèle de cette carrière de haut niveau, des études dans le supérieur, et une très bonne nouvelle récente dont tu pourras nous parler aussi. Ouais. Donc voilà, encore une fois, bienvenue sur le podcast. Super, écoute, merci à toi, et merci de mettre de la visibilité sur ce sport encore un petit peu confidentiel aux yeux de tout ce qu'est le rugby à 7, bien qu'avec les Jeux Olympiques de Rio auxquels on a participé, et ceux de Tokyo en 2021 qu'on va, je croise les doigts, gagner et jouer, ça devrait monter encore en flèche, mais en tout cas, merci pour ce coup de projecteur. Avec grand plaisir. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter. Qui est Jonathan Logel? Ouais, donc en quelques mots, j'ai 27 ans aujourd'hui. Ça fait depuis maintenant une belle quinzaine d'années que je fais du rugby. J'ai initialement commencé au rugby à 15 dans un petit club du côté d'Enghien-les-Bains, et par la suite j'ai évolué au Racing Métro jusqu'en espoir, où j'ai eu l'opportunité soit de continuer avec le Racing en espoir, ou soit de me diriger vers une carrière de rugbyman professionnel avec l'équipe de France de rugby à 7, puisque pour les auditeurs les moins avertis et les moins connaisseurs de ce sport, aujourd'hui, il n'y a pas de club de rugby à 7, il y a uniquement une sélection nationale avec laquelle nous sommes sous contrat. Ok. Et donc voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé maintenant à ma 9e année de contrat avec l'équipe de France de rugby à 7. J'ai eu la chance de jouer avec celle-ci plus de 65 tournois, de réaliser, d'avoir un palmarès compris de quart de finale de Jeux Olympiques, de Coupe du Monde, double champion d'Europe, et l'ambition est bien sûr d'aller décrocher l'or maintenant à Tokyo. Et en parallèle de ça, j'ai un Master 2 à l'école de management de Grenoble, à Grenoble École de Management. Et j'ai travaillé pendant un an et demi chez Capgemini. Et là, l'objectif, ça va être, dès début octobre, de renchaîner sur une autre activité, toujours dans la partie consulting en transfo digital, en remote, avec une autre entreprise qu'on pourra évoquer par la suite. Mais Ça voilà, marche. pour le moment, tant que rien n'est encore bien arrêté, je préfère Oui, oui, oui. garder ça pour moi. C'est noté. En tout cas, bravo pour ce parcours. Génial de voir que tu as réussi à allier les deux. Études dans le supérieur, sport de haut niveau. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le rugby à 7? Ouais. Au-delà du nombre de joueurs, c'est quoi les grosses différences avec le rugby à 15? Alors déjà, quand on parle de rugby à 7, certaines personnes ne pensent pas directement au nombre de joueurs par l'évocation du terme 7, mais parfois pensent à la ville. Ah, Donc c'est d'accord. vrai que ça m'est déjà arrivé que quand on parle de rugby à 7, certaines personnes me disent: «Ah c'est super, 7 c'est une belle ville». Bon voilà, blague à part, ce qui arrive quand même assez rarement, mais ça arrive. Le rugby à 7, hormis le nombre de joueurs où nous en effet on est 7 contre 7, 5 remplaçants, un match dure 14 minutes, et donc c'est le cumul de 2 mi-temps de 7 minutes avec 1 minute 30 entre les Oh, 2 de waouh. repos. Donc oui, en effet, waouh, parce que ça va vraiment à 10 000. Ouais. Plus globalement, c'est un sport qui, au niveau compétitif, s'organise autour d'un championnat mondial long de 10 étapes. Entre en général décembre et juin, on traverse le monde entier, et durant ces 10 étapes, il y a 16 équipes qui s'affrontent les unes contre les autres, dont l'équipe de France fait partie. Donc voilà, on passe nos week-ends sur les terrains du monde entier pour jouer au rugby à 7, et sport super exigeant, olympique en 2016, et qu'il sera tout au moins jusqu'en 2021 c'est sûr, et 2024 je croise les doigts. Génial. Génial. Mais et du coup, il y a une fédération internationale, j'imagine, qui chapeaute. Alors il y a aujourd'hui le rugby à 7 sur le territoire français, il est rassemblé avec le rugby à 15 sous le couvert de la Fédération française de rugby, Ok. qui est donc qui a à la baguette ces deux rugby, qui organise ces deux rugby. Et ensuite, au niveau mondial, de la même façon, il y a une fédération mondiale de rugby qui s'appelle l'IRB, International Rugby
Board qui organise les championnats mondiaux de rugby à 7 tout autant que les championnats mondiaux, par exemple, ou les Six Nations, enfin tous les championnats de rugby à 15. Mais oui, en effet, nous dépendons d'une fédération mondiale qui a vocation aussi à organiser le rugby à 15. OK. D'accord, et j'avais, pas forcément en tête la durée hyper courte, enfin, en tout cas par rapport au rugby à 15, des matchs et du coup, j'imagine que le terrain, c'est pas non plus les mêmes dimensions? Alors, si, ce sont exactement les mêmes Ah ouais, dimensions. Donc, ah ouais, il faut cavaler fait, alors. ouais, ça cavale énormément. Il y a en moyenne 6 à 7 essais par match. Donc, ce qui fait en fait quasiment un essai toutes les 1 minute 30 avec le temps de jeu Waouh! effectif. Donc, c'est vraiment hyper intense. Et OK, en fait, la dimension et les vraies différences avec le rugby à 15, c'est qu'aujourd'hui, nous, enfin, on va être réellement dans un sport, dans un rugby où on va chercher l'espace, puisque à 7 contre 7, voilà, ça serait une aberration d'aller foncer dans le mur à chaque fois qu'on en a l'opportunité. ouais. Mais l'objectif, ça va toujours être de le contourner. Et donc, on va voir au rugby à 7 énormément de crochets, énormément de porteurs de balles qui créent des incertitudes dans la défense, beaucoup de beaux mouvements, beaucoup de beaux gestes. Donc, ça va être un peu plus spectaculaire finalement, et aussi peut-être Mmh. plus d'une certaine manière télévisuel et ouvert à tous. OK, et toi, ton poste du coup dans cette équipe? Et moi, mon poste dans cette équipe, c'est pilier. Alors, ce qui est assez paradoxal, notamment pour les connaisseurs de rugby à 15, puisque je suis un pilier grand d'1,93 m, qui fait une centaine de kilos. Et habituellement, les piliers au rugby à 15 sont dans des proportions bien différentes, hein, plutôt petits et bien plus gaillards. Donc voilà, malgré tout, je suis quand même pilier. Et ce rôle-là au rugby à 7, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a plusieurs dominantes, notamment une dominante combat. Donc moi, mon objectif, c'est de faire avancer l'équipe. Et ensuite, il a également une dominante aérienne, étant donné, comme je te le disais, qu'il y a 6 à 7 essais par match. Il y a de fait Ouais. 6 à 7 coups d'envoi par match. Et aujourd'hui, gagner l'ensemble de ces nombreuses remises en jeu faites par le pied et les coups d'envoi, c'est une vraie force pour l'équipe. Donc voilà, une grosse part donnée au jeu aérien qui aujourd'hui que je dois assumer. D'accord. Ah, j'ai relevé dans ce que t dans ta réponse la partie combativité. Alors Ouais. tu sais, sur ce podcast, on en a parlé, mais mes thématiques favorites, c'est justement, la détermination, la résilience, le dépassement. Donc, à quoi ça ressemble un Jonathan sur le terrain, quand il est, dans cet état d'esprit, combat? Oh bah écoute, par combat, en fait, j'entends vraiment la capacité d'un joueur à rassembler 1, 2, 3 joueurs autour de lui lorsqu'il porte la balle. Donc en fait, moi, l'objectif, ça va vraiment être de faire avancer mon équipe et de créer des déséquilibres pour les joueurs plus rapides. Et donc, d'une certaine façon, pour y parvenir, pour faire en sorte que avant de tomber, je rassemble 2 ou 3 adversaires, il faut vraiment que je me, pas que je me transforme, mais que d'une certaine façon, je sois convaincu et affamé pour aller derrière la ligne, faire avancer tout ce que je peux mon équipe, et d'être dans un état d'esprit où je suis complètement transcendé par cet esprit combatif, mais aussi et surtout par l'atteinte d'une performance maximale, puisque le combat n'est qu'une clé pour parvenir à une performance. Donc voilà, mon focus aujourd'hui sur le terrain, c'est pas uniquement de combattre, c'est aussi de courir, c'est aussi d'éviter, c'est aussi de sauter. Euh, mais globalement, voilà, il faut quand même être d'une certaine façon assez enragé. Ouais. Comment on se prépare à ça du coup? Est-ce que c'est naturel? J'imagine il y a peut-être des tendances, mais pour être en équipe de France depuis, tu disais 9 ans, c'est ça, sous contrat? Oui, voilà, c'est ça, sur ma 9e année. Ouais, et j'imagine que c'est quelque chose que tu as dû, apprendre à maîtriser et développer, donc comment ça s'est passé pour toi? Oui, bah, écoute, c'est vrai que c'est un travail réflexif qui est assez long mais important également à réaliser, puisque la performance, elle est collective, mais elle est également individuelle. Et chacun individuellement doit atteindre le maximum de son potentiel et faire en sorte de se donner au maximum de ce qu'il peut pour après l'apporter à l'équipe et faire en sorte que l'équipe puisse bénéficier justement de cette somme d'individualité au maximum. Mais ça suppose donc que la réussite d'une équipe est conditionnée
par la préparation et l'accès à la performance de chacun des joueurs, tout Ouais. simplement parce qu'aujourd'hui, si nous, dans notre équipe, tu en as deux ou trois qui rêvent ou qui ne sont pas investis à 100% de leur maximum, bah, c'est tout autant d'éléments qui vont potentiellement nous ralentir dans l'atteinte de l'objectif. Donc aujourd'hui, il y a une vraie importance à être prêt mentalement pour atteindre son objectif et sa performance maximale. Et pour y parvenir, en effet, il y a des leviers que moi personnellement j'ai exploré, que l'on a même collectivement exploré avec le travail qu'on a réalisé depuis quelques temps avec un préparateur mental. Mais oui, moi, en OK. effet, à titre individuel, alors je peux t'en parler un peu plus, mais j'ai quelques leviers sur lesquels je m'appuie pour atteindre ce niveau de performance maximale individuelle qui après se reverse vers l'équipe. Allez, dis-nous tout, donne-nous les secrets. Alors les secrets, alors bien entendu, les secrets, ils s'appliquent à moi, mais c'est vraiment une construction personnelle. Donc aujourd'hui, mes secrets, moi, ils tournent autour de trois piliers. D'une part, ce qu'on pourrait appeler la confiance, la planification. D'autre part, une partie plus vivacité corporelle. Et enfin, un aspect plutôt émotionnel et joie. Et donc, si je reprends un peu dans l'ordre pour expliciter un peu plus ces termes, sur la partie confiance, planification, bah, c'est vraiment l'idée pour moi, avant chaque match, même sur la semaine qui précède le match, de me mettre dans un état où j'apprends le jeu des autres, où je me rassure sur moi, mes compétences, sur mes capacités, mes qualités, où je me vois faire finalement les mouvements, je me répète des étapes clés du type, une fois que j'ai le ballon, quel est l'enchaînement le plus naturel à réaliser, le plus efficace à réaliser, donc avancer, mettre des raffus, mettre de la fréquence. Donc c'est vraiment une somme d'enchaînement qui est indispensable pour avancer et pour m'introduire dans cette notion notamment de combat et donc d'avancer. C'est de Euh, la visualisation que tu fais alors, oui, voilà, ça va entre être autres? Ouais. essentiellement. Alors cette visualisation, elle va arriver plus ou moins tard, suivant la compétition. C'est-à-dire que la semaine, je visualise pas forcément beaucoup. La semaine, je suis plutôt en train de me nourrir, j'ingurgite de la matière, je me nourris des bonnes images au travers de vidéos que j'ai OK. pu, sur lesquelles j'ai joué. Et ensuite, après, en effet, plus je me rapproche du match, plus c'est dans ma tête que je recrée ces environnements où je me vois réaliser le geste parfait qui va me permettre qui va me mettre dans la meilleure condition de confiance pour avoir le plus confiance en moi. Ensuite, après, tu as ce deuxième élément que j'évoquais qui est plutôt relatif à l'aspect euh, corporelle, vivacité, physique. Et donc là, bah, c'est ni plus ni moins à quelques minutes avant le coup d'envoi, ou du moins avant l'arrivée dans le couloir des équipes, de se mettre un petit peu en transe, donc en hyperventilation, avec un regard très vif euh, et une attention portée à tous les mini détails pour que je sois réellement un peu dans ce qu'on appelle bah, le flow. C'est cet état Ouais. où on surfe, où ça y est, on rentre dans l'esprit de la compétition, du match, du jeu, de la performance. Je vis le moment présent et je m'ancre dans l'instant et pas dans la projection de mes actions, dans la projection d'un résultat ou d'une pression. Je vis le moment présent pour délivrer la performance lorsqu'il le faut. Et enfin, le troisième point qui a plutôt attrait à la partie émotionnelle et joie, heureux, plaisir, on va dire, c'est Ouais. la capacité, enfin, c'est pour moi la capacité de se dire, bah, aujourd'hui, je rentre sur un terrain, quelque part, c'est mon bureau, et rentrer sur un bureau avec 50, 50 000 personnes autour qui applaudissent. Alors demain, ça sera certainement moins le cas avec les différentes restrictions, mais en tout cas, je rentre sur un terrain qui est une pelouse avec des mecs que j'adore pour jouer des tournois dans le monde entier, avec une famille qui me regarde de près ou de loin. Et ça, bah, ça ne peut que me générer une joie immense. Et je n'ai aucune raison de me stresser pour un enjeu qui est certes important, mais qui, au final, peut paraître, qui ne doit pas me distraire Ouais. de la notion de jeu et de passion que je dois associer à ce rugby et à cette aventure exceptionnelle que je vis, qui n'est que temporaire, et donc je veux le croquer à pleines dents. Donc en résumé, ça serait penser, penser au plan de jeu, un peu m'exciter et me mettre en transe, et garder quand même le sourire parce que ouais, c'est quand même cool. Ouais, c'est clair. On entend, hein, que on entend le passage du coach mental, dans les termes que tu utilises, ça m'a fait sourire, ancrage, le flow, c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser au sujet du coaching, c'est des notions qui reviennent souvent. En tout cas, c'est super intéressant de voir qu'il y a tu en fait, tu un mélange de, heu
ouais, tu joues sur les émotions, il y a aussi une phase de préparation, puisque tu dis que c'est carrément la semaine avant un match que tu consommes du contenu Ouais. positif. Et puis après, il y a de l'instant, en fait, il y a de la préparation immédiate parce que quand tu dis les 5 minutes avant, enfin, j'imagine que c'est dans C'est le ça. vestiaire en fait que tu fais ça. Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors après, on pourrait rentrer encore un peu plus en détail dans ma semaine de préparation, mais oui, c'est vrai on va dire globalement entre le lundi et le vendredi, sachant que les matchs, les tournois sont le samedi et dimanche, mais entre le lundi et le vendredi, je suis en effet plutôt dans une dynamique d'ingurgiter du contenu, de me nourrir également des plans de jeu que nous allons mettre en place face à l'équipe adverse, et ensuite, lorsque vient le temps de la compétition, même pour être plus précis avec toi, lorsque nous partons sur l'échauffement, qui a lieu en général 1 heure avant le début du match. Là, je commence à rentrer dans cette phase de me rappeler mes points forts, de me rappeler mes qualités, et ensuite après, quelques minutes avant, en effet, le match, donc là, lorsque nous sommes dans le vestiaire, qu'il reste au compteur plus que 4-5 minutes, qu'on a revêti nos maillots, qu'on a fait les derniers straps, les derniers besoins, là, je rentre Mhm. dans ma bulle et je me mets un peu dans cet état de transe où j'active tous mes sens, avant, après, bien sûr, de marcher, de rejoindre le couloir, d'aller dans le couloir aux côtés de l'équipe adverse, et bien sûr de tout relâcher, d'avoir un état d'esprit complètement libre, parce que je sais que ça y est, je sais que j'y suis, et ensuite, et voilà, et ponctuer tout ça par un beau sourire et euh, par cette joie qui m'envahit, avant enfin d'avoir ce mec qui est toujours le même entre les deux équipes, qui est connecté à la télé et qui fait le signe de 3, 2, 1, c'est parti. Et là, 3, 2, 1, go, on rentre sur le terrain et ça y est, on est dans l'aventure. Et c'est d'ailleurs pour moi un des meilleurs souvenirs que j'ai des Jeux Olympiques de Tokyo, de Rio en 2016, ce tout premier match contre l'Australie où on était en effet dans ce couloir, où tu avais ce gars qui, finalement, dans 3 secondes, te disait que tu allais fouler le terrain des Jeux Olympiques et que tu allais devenir un Waouh, des 12 joueurs qui y participeraient. Donc voilà, à chaque fois pour moi des grands moments, ces avant-matchs. incroyable. Enfin, je peux pas imaginer la sensation avant de rentrer sur le terrain des JO, mais bon, même si j'imagine qu'un dixième, ça me fait déjà rêver. Oh, ouais, non, Euh, c'est incroyable. je saute sur l'occasion parce que j'ai jamais pu demander ça à un sportif avant, mais tu expliquais tout à l'heure que dans ta phase de préparation immédiate, tu visualises aussi le fait d'être sur le terrain devant, bon, en tout cas avant le Covid, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je me suis toujours posé la question, quelle sorte de pression est-ce que ça crée pour toi, le fait d'avoir autant de paires d'yeux fixés sur ton dos? Bah écoute, en fait c'est un élément qui aujourd'hui pour moi est assez anecdotique, dans le sens où j'ai acquis une certaine expérience qui me permet d'être à l'aise avec cette situation, et c'est vrai qu'en disant Ok, à l'aise ça répond pas, enfin c'est voilà, c'est enfin quand tu j'étais le plus gères, quoi. jeune, oui voilà, je le gère. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je pouvais être d'une certaine façon envahi par cette pression, mais en fait au fur et à mesure que j'ai construit ma phase ma préparation d'avant-match, quelque part, tous ces éléments qui peuvent distraire, que ce soit en effet le public, 55 000 paires d'yeux, qu'ils appartiennent à mes parents, à mes grands-parents, à mes oncles, à mes tantes, ou bien à des inconnus ou à des fans, ou plus globalement à des amis, euh, ils vont dans le même sac entre guillemets que l'enjeu. Ça va également dans le même D'accord. sac que un geste raté sur le terrain ou une mauvaise passe. En fait, c'est des éléments qui, en leur donnant trop d'espace, trop de place, peuvent en effet me sortir de ma performance. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est tout simplement impossible. Et le cadre que je me donne pour préparer mon match doit me permettre de gérer, que ce soit des imprévus avec une passe manquée ou un mauvais geste, que ce soit des pressions extérieures avec un public, un enjeu, ou que ce soit toute autre chose. Je dois avoir cette capacité à rester focus 2 fois 7 minutes sur la seule chose qui doit m'habiliter pendant le match, c'est la performance maximale et la gagne. Hmm. Et ensuite, après, bien sûr, j'aurai toute une soirée, toute une semaine, tout un mois pour me refaire des dizaines de fois le match, analyser, réanalyser, discuter. Voilà, ça viendra cette phase. Mais il ne faut pas qu'elle vienne interférer avec le moment présent que j'évoquais, parce que sinon, c'est là où tu fais des projections, et à un moment, tu arrêtes de vivre l'instant présent et la performance qui est requis.
Ouais, tu te crées tes propres blocages et C'est ça, limitations, en fait. c'est exactement Ouais. ça. En leur donnant trop de place, c'est moi aujourd'hui enfin, ça serait le risque de leur donner trop de place et qu'elles me ralentissent, quoi. C'est que ces Mmh. éléments perturbateurs me ralentissent. Donc c'est pour ça que je les digère le plus rapidement possible pendant le match si ils arrivent. Je les sors pour me concentrer que sur la performance. Alors tu viens d'évoquer les éléments perturbateurs, je crois, si je me trompe pas, tu as eu une blessure, plutôt sérieuse il y a pas très longtemps, Mhm. quelques années au genou, Oui. si je me souviens bien. Hem, Comment tu as géré ça? Bah écoute, oui en effet, donc je me suis blessé à Dubaï, donc ce qui était assez rageant, c'est que Dubaï est le premier tournoi de l'année, donc c'était de mémoire en 2017 ou 2018, et donc en fait entre septembre et décembre on se prépare toute l'année enfin on se prépare pour jouer ce championnat mondial qui débute en décembre à Dubaï. Et donc le premier tournoi arrivait enfin après plusieurs mois de préparation, et donc malheureusement sur un match contre les Anglais, en effet, je me romps les ligaments, le ligament latéral interne du genou. Et bah, pour répondre tout simplement à ta question, c'était assez fou comme moment, puisque au moment même, à l'instant où je me suis blessé, je me suis relevé assez rapidement. J'ai pas forcément cru dans la blessure que j'avais, ou du moins je me rendais pas forcément compte, donc j'ai pu continuer de jouer. Et puis à un Ah, tu as moment, joué quand bah, même? j'ai joué, mais très, très peu de temps, parce qu'en fait, en reprenant appui, je me suis rendu compte que mon genou vacillait, qu'il partait, que je n'arrivais plus à garder sa stabilité. Et bon, pour avoir discuté avec des gars qui avaient eu des blessures similaires, je savais enfin, j'espérais que ce ne soit pas les ligaments croisés, qui sont une blessure assez grave pour un joueur de rugby. J'espérais que ça soit moins, mais là, l'idée était tout simplement de se mettre sur le côté et d'attendre que le kiné vienne me sortir. Donc, heureusement, la mi-temps est arrivée, donc j'ai pas trop pénalisé l'équipe et j'ai pu sortir. Et en fait, euh, il m'a fallu à peu près, je dirais, je pense 10 minutes entre le moment où je me suis blessé, le moment où le match est fini, où j'ai versé ma petite larme, et l'instant où j'avais déjà mon carnet en main, euh, marquant l'ensemble des points, euh, et l'ensemble finalement ouais, de tout ce que j'allais faire en fait pendant cette période de blessure, et l'ensemble des points sur lesquels j'allais travailler, parce que j'avais pas le temps forcément de le faire, et je savais qu'en fait, euh, ayant un genou en moins, je pouvais me concentrer sur d'autres aspects de mon corps que je n'ai pas forcément le temps de travailler lorsque je ne suis pas arrêté. Et donc, je me suis dit, bah, travaille tes yeux, travaille tes doigts, travaille tes poignets, renforce tes avant-bras, travaille ta dextérité. Et donc, finalement, la blessure a été pour moi une façon de gagner du temps là où j'aurais pu initialement penser que j'allais en perdre. Bah, ça, si c'est pas de la résilience, Ouais, bah, de c'est toute façon, pendant ces 10 minutes-là, j'étais tout sauf résilient, mais j'ai vraiment absorbé le choc. Et puis une fois qu'il était absorbé, que la blessure était là, bah, il fallait se dire, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe 3 mois à me morfondre, ou est-ce que je passe 3 mois à me dire, bah, quels sont les points que j'ai jamais eu le temps de travailler, et enfin je vais pouvoir prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que je pense qu'on en parlait, on en a peut-être un peu parlé la dernière fois, mais pour moi, ça fait pas mal aussi écho à la situation Covid, avec beaucoup de oui. personnes qui pendant le confinement ont peut-être pu se révéler, ou trouver des vocations. Et quelque part, j'ai l'intime conviction que c'est aussi parce que c'est un moment où on a été loin de notre quotidien, loin de la routine dans laquelle on était ancré, et que ça nous a donné une belle opportunité de lever la tête et se regarder pour se dire, bah, finalement, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire. Et là, bah, de Mmh. la même façon, sur cette blessure-là, je me suis posé cette question, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, comment je vais mettre ce temps à contribution. Et voilà, c'est par d'autres moyens que je l'ai mis pour ressortir encore plus fort. Ouais, c'est une très bonne image avec la situation actuelle. Il paraît qu'il y en a même qui lancent des podcasts, tu vois? Donc, comme quoi Bon, bah voilà, tout peut arriver. voilà. Super, bah, écoute Jonathan, je pense qu'on a déjà eu de beaux exemples là de détermination, de résilience, et de dépassement. Si ça te va, j'aimerais bien qu'on passe à en fait, comment tu as réussi à articuler, à articuler ta j'ai eu du mal à articuler le mot articuler, mais à articuler ta carrière de sportif de haut niveau avec des études dans le supérieur. Alors, en fait, quand j'étais
à l'école de management de Grenoble, enfin avant de rentrer à l'école de management de Grenoble, j'avais pu suivre un chemin fait de licence, enfin fait d'une licence dans une filière business. OK. Les licences que j'avais suivies, ou du moins la licence que j'ai obtenue, je l'ai suivie à la fois dans une école, enfin au sein de l'INSEC et également au sein de l'école de management Léonard de Vinci. Et donc pour y parvenir, étant donné que je m'entraînais déjà quotidiennement, il me fallait un emploi du temps adapté. Et donc nous avions pu convenir avec mes différents profs de l'époque d'un emploi du temps adapté. Ensuite, après, OK. et quand je dis adapté, c'était à l'époque juste une présence en cours le lundi, et tout le reste du temps, récupérer les cours via les profs, une plateforme ou des élèves pour rattraper mon retard. Et ensuite, après, à l'école de management de Grenoble, donc sur la partie études supérieures, enfin Grenoble École de Management, il y a réellement une filière qui est dédiée aux sportifs de haut niveau, Ouais, ouais. qui est Je me assez. rappelle ça, ouais, parce que j'avais eu des amis qui en avaient profité aussi. Ah bah c'est assez fantastique, et en fait c'est aujourd'hui enfin c'est la meilleure école qui offre la capacité aux sportifs de haut niveau d'avoir un emploi du temps 100% sport, et à côté de pouvoir suivre des études à 100% à distance. Et en fait, ça Mmh. enfin je sais pas que c'est un miracle, mais c'est une vraie aubaine pour les sportifs de haut niveau, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont plus à faire le choix. Ils n'ont pas à faire le choix, encore plus aujourd'hui avec tous les MOOC, les études à distance, etc. Mais en tout cas, Grenoble École de Management permet à un sportif de ne pas avoir à faire un choix entre un sport de haut niveau et des études de haut niveau. Et aujourd'hui, on peut prétendre à être en équipe de France, quelle qu'elle soit, être au meilleur niveau d'un championnat national ou international, et à côté d'avoir un master dans une école qui fait partie du top 5 ou du top 6 de mémoire, et qui est reconnu sur le territoire. Donc Mmh. Ça, c'est vrai que c'est génial, hein. c'est génial, ouais. Parce que moi, je suis issu d'un autre, domaine sportif que le tien. Je viens du judo et c'est vrai que, bah, si je repense au parcours, en tout cas au niveau des études, de la quasi-intégralité des gens qui étaient avec moi, en équipe de France cadet et junior, c'était, bah, kiné, au mieux ostéo, et puis c'est tout. Oui, bah, Et il n'y avait pas forcément ces ponts, en tout cas, ils étaient peut-être moins connus, mais c'est vrai que Grenoble, dans la communauté en tout cas des sportifs de haut niveau, c'est une école qui ressort très souvent parce qu'elle offre, cette super opportunité. c'est ça. Ouais, non, sincèrement, c'est une belle opportunité. Après, en effet, il y a d'autres voies que certains collègues ont pu prendre, avec des métiers enfin, plus manuels, admettons, sur un CAP, je- restaurateur, ou enfin chef ou cuisinier, et voilà, c'est également possible avec d'autres organismes qui le proposent. Mais en tout cas, oui, c'est une vraie chance d'avoir eu l'EM Grenoble dans mon évolution scolaire, Mmh. et surtout l'obtention d'un master 2 reconnu par l'État, et reconnu aussi dans le monde de l'entreprise plus globalement. Ouais, clairement. Super, bah, écoute, maintenant qu'on a bien fait de la pub pour Grenoble, si on revient peut-être, parce que tu disais que, je ne sais pas comment c'était organisé à Grenoble en termes d'horaires aménagés, mais même si, pour ta licence, tu allais en cours le lundi uniquement, j'imagine que enfin, tu devais quand même travailler sur tes cours en semaine, donc comment tu as Ouais. réussi à articuler, les 2? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop dans la promotion de mon école, mais pas assez Non, dans t'inquiète. l'organisationnel. Mais bon, ça me semblait utile, et je me suis un peu éloigné de la question. Mais en tout cas, Non, oui, en carrément. effet, avec Grenoble, en gros, j'avais une capacité de travail, j'ai une capacité de travail encore aujourd'hui de 4 à 5 heures quotidiennes, enfin, à ajouter aux différents entraînements qu'on peut avoir dans la journée. Nous, à l'équipe de France de rugby à 7, on réalise 2 à 3 sessions par jour, mais 2 à 3 sessions par jour, si on prenait que la phase d'entraînement, ça durait à peu près 3 heures. Sauf qu'il faut voir qu'en amont, il y a la partie d'entraînement, d'échauffement, et en aval, il y a bien sûr la partie de récupération. Ouais. Malgré tout, malgré toutes ces phases-là, que sont l'échauffement, l'entraînement et la récupération, nous avons encore une fois des plages horaires. Je pense notamment le matin,
un peu plus tôt, d'autant plus qu'un sportif doit toujours petit déjeuner 2 heures avant son premier entraînement. Donc finalement, en me levant même une petite demi-heure encore plus tôt, à 2h30 avant mon entraînement, je peux déjà travailler pendant le temps de la digestion. Ensuite, le midi, lorsque l'entraînement ne reprend que 2 ou 3 heures après l'heure du déjeuner, j'ai également une fenêtre pour travailler. Et enfin, le soir, lorsque je rentre de l'entraînement, euh, j'ai enfin un dernier moment de travail avant d'aller récupérer pour enchaîner une deuxième journée. Donc ça fait des journées intenses et denses, Ouais, j'allais dire, ouais. mais quelque part, et aujourd'hui, par rapport moi à ce que je recherche, c'est un équilibre impératif pour parvenir à la performance dans les deux mondes que sont aujourd'hui l'entreprise et demain, et d'autre part le terrain. Euh, mais voilà, cet équilibre, même s'il est éprouvant, il est pour moi indispensable. Tu dirais que tu as besoin de cette intensité, pour prendre de l'énergie, même si ça peut sembler, paradoxal? Oui, oui, c'est vrai que ça peut en effet paraître paradoxal, mais enfin moi aujourd'hui, je suis issu d'une famille où le rugby, j'aurais tendance à dire, alors je vais utiliser le mot anecdotique, et je vais bien sûr expliquer ce que j'entends derrière ce terme, mais moi, enfin dans mon cadre familial, il y a toujours eu une importance donnée au projet scolaire, aux bonnes notes à l'école, aux bonnes notes à la fin de l'année et sur la moyenne, et ensuite le rugby venait derrière comme un plaisir. Et de tout temps, c'est resté ancré en moi cette idée que le rugby, c'est vraiment un plaisir, c'est une passion, mais ça ne durera pas toute ma vie. Et à côté, j'ai aussi la prétention de construire une carrière en entreprise qui sera tout aussi excitante ou tout aussi prenante, notamment que ce que je peux vivre avec le plus haut niveau en équipe de France de rugby à 7. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, c'est un équilibre nécessaire que de faire autre chose en dehors du rugby, de me nourrir également d'autres choses, puisque dans ma famille, tout n'a pas toujours tourné autour de cette pratique et de cette discipline sportive. Donc voilà, j'ai une curiosité pour ce qui a attrait au rugby, mais également pour ce qui n'a pas forcément attrait au rugby et, euh, et, 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 euh, et ce qui pourrait avoir tout simplement attrait à d'autres sujets en fait. Mmh. Ouais, parce que je crois que tu m'avais dit, tu es le 1er en fait à tomber dans le chaudron du rugby, c'est ça? Dans la famille? Oui, c'est ça. Alors, dans le chaudron du haut niveau, puisque mon père avait fait un peu de rugby, D'accord. mais oui, à en faire un métier et à faire du sport de haut niveau, je suis le premier de ma famille à le faire. Et donc voilà, nécessairement, ils me soutiennent énormément dans ce chemin-là, dans ce parcours-là, et ils m'apportent tout leur peps et leur bonne humeur, enfin surtout leur bons conseils. Et ça, c'est vraiment appréciable. Euh, mais il n'empêche que voilà, à côté, la vie en dehors du sport continue pour chacun d'entre nous, et ce ne sont pas les seuls sujets de discussion que nous avons à table lorsqu'on se rassemble tous. Donc à un moment, faire autre chose est pour moi juste enfin, une formalité, c'est normal à mon sens de faire autre chose. Et ça sert aussi à un deuxième objectif que j'ai un peu évoqué, mais euh, aujourd'hui, le rugby me donne des émotions incroyables. Et demain, j'ai la prétention de vouloir avoir un boulot qui me transmet des émotions aussi fortes, qu'elles soient au niveau de l'aspect compétition, avec voilà, une remise en question quotidienne, que ce soit au niveau aussi de l'excellence que je souhaite aller chercher. Aujourd'hui, on se bat pour une médaille d'or. Demain, dans mon boulot, j'aimerais bien l'équivalent. L'équivalent de la médaille d'or, il peut être à Mmh. différents endroits, mais ça serait aussi avoir un enjeu fort, une vision forte. Donc voilà, c'est trouver un boulot qui va me passionner lorsque je raccroche à les crampons. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur cet univers professionnel qui t'attire? Où est-ce que tu retrouvais dans quel domaine est-ce que tu retrouverais cet équivalent émotionnel, d'aller chercher la médaille d'or? Bah écoute, j'ai un environnement qui me plaît énormément et pour plusieurs raisons, qui est le conseil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois des parallèles avec l'idée, notamment sur des missions alors relativement courtes. Il peut y avoir du conseil dans tout type et du conseil avec des missions qui durent plusieurs années. Mais aujourd'hui, ma vision du conseil, c'est des missions qui vont être relativement courtes. Euh, et en fait, cette intensité dans la réalisation d'une mission fait grandement écho à l'intensité qu'on peut mettre dans la préparation d'un tournoi, Mmh. où on se met en mode mission, en mode projet pendant quelques semaines
pour parvenir à l'atteinte d'un objectif, d'une part. D'autre part, j'ai aussi la conviction que dans la mission, ou dans la mission de conseil qu'on va réaliser pour un client, il y a cette idée d'être excellent, d'être bon, d'être parfait et d'atteindre un très haut niveau rapidement puisque, oui, en effet, le client, investit, dans le cabinet, dans ces services-là pour avoir un résultat, immédiat. Et en fait, ce niveau d'excellence, cette recherche d'excellence, cette recherche aussi on n'a pas 10 000 cartouches, il faut être bon et c'est tout, elle fait beaucoup écho à ce que je vis moi aujourd'hui sur le terrain, où quelque part on est toujours challengé, on est toujours remis en cause, on joue bien le samedi, on joue mal le dimanche, on va essentiellement retenir la contre-performance, parce qu'on est toujours en train de chercher ce degré d'excellence, et finalement, au rugby à 7, on n'a pas le choix qu'à l'entraînement ou au match, d'être toujours au max et d'être toujours bon. Ouais. Et enfin, je dirais également un dernier point, qui a plutôt attrait à la variété des missions ou des secteurs qu'un consultant peut découvrir dans le cadre de son métier, de son activité, qui fait énormément attrait, à la diversité, d'une part, des pays qu'on peut découvrir avec le rugby à 7, mais également des équipes qu'on peut rencontrer, où finalement, il y a une stratégie pour chacune des équipes, mais pour chacune des équipes, la stratégie qu'on définit est différente, et on en apprend toujours un peu plus sur le plan de jeu adverse. Et ça, c'est assez passionnant que d'avoir une diversité que ce soit de pays, comme je te disais, ou bien d'équipes contre lesquelles on peut jouer. C'est jamais pareil. Et j'ai la sensation que dans le conseil, ça peut également être une belle analogie. Ouais, clairement. Et puis, il y a l'aspect, complémentarité, Ouais, complément complémentarité. complémentarité, Ouais. décidément, de l'équipe aussi. Parce que j'imagine que, il y a pas beaucoup de cabinets de conseil qui ont des, sportifs de haut niveau, dans leurs équipes. Donc, ouais, c'est clairement un plus, que tu apportes de ce côté-là, je dirais. Oui, écoute, c'est vrai que, enfin, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, oui, c'est enfin, aujourd'hui, on est, nous, rugbyman, des profils atypiques, et si on a eu l'idée de mettre un pied dans l'entreprise ou dans le monde professionnel, on peut rendre le profil encore un peu plus atypique. Et c'est aussi pour ça que si j'avais un petit message à faire passer rapidement, j'aurais tendance à dire, alors notamment aux rugbyman en général, qui ont des vocations autres après le terrain, de ne pas hésiter dès à présent à regarder ce qui les entoure, parce qu'aujourd'hui nous sommes regardés, nous sommes vus comme des profils atypiques, mais aussi comme des combattants, comme des personnes empreintes enfin, marquées par des valeurs de solidarité, d'honnêteté, de franchise, Ouais. combativité, qui ont aujourd'hui un sens dans l'environnement d'entreprise, avec bien sûr des limites sur le parallèle, mais en tout cas, voilà, il faut être, à mon sens, à l'écoute de toutes les opportunités, qu'elles soient sur le terrain, mais aussi en dehors. Ah, c'est très vrai ce que tu dis. Notamment sur la bonne côte des rugbyman. C'est vrai que c'est un sport, non, mais c'est vrai, c'est un sport qui est populaire et généralement, l'image du rugby, c'est, ouais, c'est ce que tu as décrit, un sport, où il y a des battants, Ouais. mais aussi, un esprit bon enfant, in fine. Donc c'est clair qu'en Ouais, totalement. entreprise, ouais, c'est clairement valorisé. Oui, voilà, tout au moins sur l'aspect soft skill, ça a de la valeur. Ouais. Et après, bien sûr, en complément, on peut pas, enfin, oui, il ne faut pas uniquement se satisfaire de ça et développer mais il faut développer des compétences en parallèle. Mais en tout cas, c'est déjà un super point d'accroche que d'avoir des soft skills qui peuvent correspondre aux besoins actuels du marché. Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis de, je reformule ma question peut-être, mais j'ai le sentiment que tu as quand même beaucoup réfléchi, sur ce que t'apporte le rugby, sur ce que toi tu apportes, au rugby à 7. Enfin, j'ai le sentiment que tu as, voilà, tu une bonne connaissance de toi et de tes forces. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou tu as bénéficié d'un accompagnement, tu as lu des livres, fait des rencontres, qui t'ont ouvert les yeux sur cet aspect, en fait important de Ouais. la performance du sportif? Écoute, c'est une très très bonne question. Quel a été un moment le déclencheur qui m'a poussé à me prendre les choses en main et à me prendre en main. Je crois qu'il y a un moment où j'ai été plongé dans le bain du haut niveau, où j'ai réellement pris un tournant, où je me suis rendu compte finalement que le rugby était un plaisir, mais que ça pouvait aussi devenir mon métier. C'est le moment où, en seconde,
enfin du moins en troisième, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le pôle espoir Lacanal, qui est en fait un pôle espoir régional. Donc à l'époque, la Fédération française de rugby avait mis en place une dizaine de pôles espoirs qui avaient vocation à accueillir des joueurs, les meilleurs joueurs des régions de 15, 16, 17 de mémoire et jusqu'à 18 ans, donc en fait seconde, première, terminale, pour après les faire basculer dans le monde du plus haut niveau au travers d'un pôle national. D'accord. Et donc, en troisième, j'ai compris que j'avais le potentiel sportif pour rentrer au pôle espoir Lacanal, donc qui était le pôle régional de référence Île-de-France. Et c'était pour moi une des compétitions, une des sélections les plus drastiques, puisque j'ai dû passer 6 ou 8 étapes, qu'elles soient scolaires, médicales et surtout sportives, pour faire partie des 10 joueurs, de la shortlist des 10 joueurs qui avaient eu cette opportunité de rentrer à la Canal. Et en fait, lorsque j'ai été accueilli, enfin surtout accepté, je comprenais pas encore toute l'importance que cela avait. Et jusqu'à début septembre où j'ai dû prendre mes affaires, mon baluchon, ma valise, partir, puisque j'habitais en Enghien dans le nord-ouest de la région parisienne, et il fallait que j'aille en internat puisque la Canal était dans le sud de la région parisienne, vers Antony, Sceaux dans le 92. Et en fait là, à ce moment-là, je suis parti de la maison, je fais un bisou à ma mère puisque c'était mon père qui m'y accompagnait, je fais un bisou à ma mère, je pars, et là sincèrement, quand je traverse la porte et le portail, je me rends finalement compte que ça y est, je vais être tout seul dans un internat pour faire du rugby. Et en fait, par rapport à moi, ma conception du rugby qui était essentiellement prendre du plaisir, là, je me suis dit, ça y est, tu vas rentrer dans un autre monde et tu vas rentrer dans un monde où on va attendre de toi la performance, alors qu'auparavant, la performance, elle venait pas, mais quelque part, c'était surtout le plaisir qui me guidait. Et en fait, toute cette exigence qui a été grandissante pendant mes 3 années d'internat m'ont permis de porter un regard plus important sur finalement, voilà, jusqu'à présent c'est du plaisir, mais qu'est-ce que le rugby représente pour toi? Qu'est-ce que tu vas y mettre pour être le meilleur? Comment tu vas y parvenir? Et en fait, ça m'a poussé à ce travail de réflexion sur moi, sur mes sentiments, Mmh. sur mes émotions, sur ma capacité aussi à être juste dans mon auto-analyse. Et ensuite, bien sûr, je l'ai complété avec des lectures pour mettre des mots derrière des concepts, également des podcasts, et aussi des discussions avec des proches qui ont toujours été de très bons conseils, comme je te l'évoquais un peu plus tôt dans l'échange. Mmh. Et donc tout ça, ça m'a poussé à réfléchir à ce mot de performance et d'excellence. Et aujourd'hui, oui, j'ai en effet une bonne connaissance de moi, et je commence à avoir des clés pour réitérer des performances de haut niveau et atteindre cette excellence-là. Et pour faire le lien final avec l'entreprise, c'est ce que je souhaite aussi demain dans ce monde d'entreprise. Et c'est pour ça que finalement ma carrière, qu'elle soit au plaisir, enfin à Enghien-les-Bains quand j'étais petit, au rugby en suivant avec l'équipe de France, et demain en entreprise, c'est qu'une juste continuité de tout ce que j'ai fondé. Euh, et voilà, c'est une juste logique. Waouh, hyper inspirant. C'est fou que tu aies réussi à faire ça, en seconde, hein, donc c'est ça? Tu es rentré à la Cana en seconde? Oui, voilà, c'est ça. Je suis rentré à Cette l'Incanal seconde. réflexion. Alors après, Waouh. en seconde, j'étais pas à un niveau de maturité. J'avais pas le niveau de maturité que j'ai aujourd'hui, et je n'avais pas non plus le niveau de maturité que j'aurai dans quelques années, parce que je compte bien continuer dans cette perspective-là. Donc en seconde, je me cherchais, et cette recherche, enfin tous les jeunes de 15 ans la traversent. Voilà, on se pose des questions qui sont moins peut-être conceptuelles et moins profondes que celles que je me pose aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est des questions qui valent la peine d'être posées, et surtout à un moment, je pense avoir passé une barrière de me dire non, il n'y a pas de honte à se poser des questions, même si elles peuvent paraître un peu bêtes, un peu enfin, hors du contexte présent. Il faut se les poser, il faut accepter de se les poser, quel que soit l'âge, quel que soit le sujet, parce qu'à un moment, elles vont toujours permettre d'avancer. Et, et voilà, je ne peux pas te donner un exemple de question un peu bête que j'ai dû me poser à 15 ans, mais c'est sûr qu'il y en a plein qui vont traverser l'esprit, mais il faut se les poser, et c'est pas grave, par exemple, voilà, de pleurer après une mauvaise performance, c'est pas grave de se dire est-ce que je suis nul, est-ce que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Voilà, il faut se confronter à ces questions-là, ces ressentiments-là, ces émotions-là, pour les traiter et faire en sorte
qu'elles soient que ça fasse que ce soit un fuel et un plus. OK, bah, c'est super intéressant. Comment, puisqu'on parle d'émotion, et de réflexion et avec l'objectif que tout ça vienne t'alimenter, dans tes projets sportifs, bah, tu prépares les JO. Hem, c'est quoi les émotions, que tu associes à ça, au-delà de l'aspect performance sportive? Alors aujourd'hui pour moi, les jeux olympiques ont un sens, énorme puisque c'est la compétition de référence, dont tous les sportifs sur terre peuvent rêver. Ça a également une dimension particulière puisqu'aujourd'hui nous sommes, dans la sphère du rugby, quel que soit enfin tous les rugby confondus, nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir prétendre, à une ambition olympique puisque les autres rugby ne sont pas inscrits, parmi les sports ne font pas partie des sports olympiques. Et enfin, associé à ce premier élément que je disais, que j'évoquais sur le fait que ce soit le Graal, c'est également un Graal qui est partagé et qui est infusé pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, je me rends compte que les Jeux Olympiques, c'est pour moi, c'est égoïstement, c'est moi qui vais les jouer, qui vais en profiter. Mais quelque part, si je regarde autour de moi, bah, je rends heureux de nombreuses personnes, notamment mes parents qui m'ont, comme je te disais, accompagné jusqu'au portail à la Cana pour aller après à la Canale. Je rends heureux des amis, je rends heureux une copine qui me soutient énormément. Et en ce sens-là, bah, les Jeux Olympiques dépassent le seul aspect sportif et performance, puisque ce sont des process longs et difficiles auxquels beaucoup de personnes s'associent. Et finalement, ces personnes-là sont aussi rétribuées au moment où 3, 2, 1, c'est parti, on rentre sur le terrain. Mmh. Ça me fait penser, je ne sais pas si l'image te parlera, mais, c'est un petit peu à une ascension d'un sommet, difficile où, oui, il y a une personne qui arrive à planter le drapeau, sur la pointe de la montagne, mais on voit pas derrière les dizaines, voire, pour certains sommets, les centaines de personnes qui sont impliquées plus ou moins indirectement. C'est ça exactement, c'est un peu le travail de l'ombre. Et donc du coup, pour répondre plus directement à ta question, bah, au niveau émotionnel, c'est un vrai soutien, un vrai support que de savoir qu'on embarque aussi dans cette aventure des personnes qui sont, bah, comme je te disais, des proches, des amis, famille, mais également un kiné, également un coach, un préparateur physique qui vont goûter à la lumière des Jeux Olympiques, mais qui vont aussi goûter à travers ce qu'on va y faire et comment on va le faire. Donc voilà, c'est vraiment au niveau émotionnel, c'est un plaisir, même si comme on l'évoquait, ça peut être un moment, ça peut être un élément perturbateur. Mais moi aujourd'hui, je le place réellement dans la case bonheur, plus que dans la Mmh. case il faut que je l'évacue parce que sinon ça va me faire Ouais. enfin vriller ou ça va me faire sortir de ma performance. Non, pour moi c'est pur bonheur. Ouais, tu parlais du fait que ce soit un événement qui se planifie à long terme. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, sur, bah, comment tu planifies ça? Quand tu as un événement sportif qui arrive, surtout en fait du point de vue, motivation, détermination, comment tu arrives à rester, engagé, au plus haut niveau possible Ouais. quand tu as une échéance sportive qui arrive dans plusieurs années? Bah écoute, moi je vais plutôt te parler mon expérience aux Jeux Olympiques de 2016, et le chemin qui m'y a amené et répondre plus concrètement à ta question, puisque aujourd'hui avec 2020 on est dans un tel flou, que Oui, mais bon ça n'empêche pas que enfin pour 2021 le chemin est à peu près le même, hein, mais bon ça sera plus clair de te parler d'une expérience qui s'est déroulée de A à Z, et donc pour ces Jeux Olympiques en effet de 2016, lorsqu'on a su que les Jeux Olympiques étaient aux Jeux Olympiques, allaient faire partie des Jeux Olympiques, bah nécessairement, chacun s'est dit que l'objectif n'était plus seulement de jouer les championnats mondiaux et de les gagner, mais aussi d'aller participer aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, ce qui est terrible, c'est que c'est un seul événement qui dure 2 jours et qui rassemble uniquement 12 gars. Mais ce sont que les 12 meilleurs qui sont rassemblés. Et quand bien même nous arrivons, nous, les 12 joueurs, une année plus tôt, à qualifier l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé en 2015. Nous avons qualifié l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de 2016. Quand bien même nous arrivons à qualifier l'équipe, ça ne veut pas dire que nous qualifions euh, les joueurs
les joueurs qui vont y participer. D'accord. Et donc, de fait, en 2015, tout le monde était heureux et ravi de savoir que l'équipe allait y participer, mais sans pour autant savoir qui allait réellement parmi les 12 joueurs y participer. Et donc là, c'est un marathon. C'est un marathon qui est guidé par la volonté de montrer au coach une meilleure performance possible pour être sélectionné parmi ces 12, mais également un marathon contre voilà, des potentiels bobos, des potentielles blessures, donc avec une nécessité plus que jamais de prendre soin de soi, de bien s'écouter et d'avoir une hygiène de vie maximale, optimale, bien que les années qui précèdent, on soit également cette dynamique-là, plus que jamais sur une dernière année, un dernier rush, un dernier marathon, ça prend encore plus sens. Euh, tous les mini-écarts ne sont pas permis à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a un point qui m'intéresse, plus particulièrement. Le rugby à 7, c'est un sport d'équipe, mais tu as aussi mentionné que, quand l'équipe en tant que telle est qualifiée, en fait, on ne sait pas quels joueurs y vont. Donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand, tu t'entraînes au quotidien avec des coéquipiers, les 11 autres bonhommes de l'équipe, et que tu sais que, même si c'est tes coéquipiers, vous formez l'équipe, il faut quand même que tu arrives à montrer que, tu es peut-être quelque part meilleur que la plupart d'entre eux pour pouvoir Bien être sûr. sélectionné? Bien sûr, c'est vrai que il y a une idée de double compétition. D'une part, une compétition en interne contre les autres joueurs qui composent l'équipe, mais également une compétition contre les autres équipes contre lesquelles nous jouons. Euh, pour moi, ces deux types de compétition restent quand même bien différentes. Le deuxième point que j'évoquais contre les autres équipes, voilà, c'est de la rage, c'est de l'envie, c'est pas de la violence, mais c'est vraiment de l'envie de gagner et d'écraser l'adversaire. La première compétition, elle est bien plus saine. L'esprit, moi, qui m'anime quand je suis sur le terrain avec les gars, qui sont potentiellement des gars qui pourraient aller au JO à ma place, autant que ce serait potentiellement des mecs dont je pourrais balayer la route, c'est plutôt une dynamique de coopération et plutôt saine qui m'anime, dans le sens où ce sont des gars avec lesquels je m'entraîne quotidiennement, et c'est aussi grâce à eux que je vais pouvoir développer tout mon potentiel sur le terrain. Et donc, pour rentrer plus concrètement dans le détail et de ce que je veux évoquer, c'est euh, aujourd'hui, si lorsque je m'entraîne, moi j'ai vocation à vouloir donner 100% de ma connaissance et de transmettre 100% de mon savoir aux joueurs avec lesquels j'évolue. Donc partager les petites astuces, partager mon expérience, de façon à ce que les joueurs avec lesquels j'évolue, notamment les jeunes, puissent se l'approprier, se développer et atteindre un niveau de performance qui va moi aussi me challenger. Ouais. Et donc, quelque part, de mes coéquipiers, j'attends qu'ils soient au plus haut de leur niveau, de façon à ce que moi, je puisse aussi me réinventer quotidiennement pour aller améliorer encore un peu plus ma performance. Puisque si je donne à un jeune ou à un moins jeune tous mes tips, toute mon expérience, si lui me donne également les siennes, on va être dans une logique gagnant-gagnant, on va se tirer vers le C'est haut, l'émulation du on groupe, va ouais. mettre les... C'est une émulation du groupe et quelque part, on va être dans une logique où on va tous se tirer vers le potentiel max, puisqu'à un moment, je me dirais, si voilà, je veux continuer à exister dans cette équipe, sachant que ma compétence n'est plus reconnue comme exceptionnelle, il va falloir que j'en développe de nouvelles, et quelque part, ça va faire profiter l'équipe d'une compétence supplémentaire que je vais développer et sur laquelle je vais pouvoir faire briller le collectif. Donc c'est pour moi cette notion de compétition saine et presque une sorte de coopération qui est pour moi qui m'anime en tout cas pour répondre à ta question lorsque je suis avec les 11 autres joueurs sur le terrain et puis même sur plus globalement avec le groupe lorsqu'on s'entraîne. Ah, j'adore ta réponse et clairement, je peux voir, si c'est le genre d'exemple que tu as partagé, dans ta recherche d'opportunités pro dans le conseil, j'imagine que ça a dénoté mais que ça a dû parler à beaucoup de gens parce que c'est vrai que, tu vois, je trouve que c'est la beauté du sport, quand tu fais des sports d'équipe, ou même si c'est des sports individuels, mais qu'occasionnellement tu peux pratiquer au sein d'une équipe comme le judo. C'est vrai que c'est une notion, ce que tu viens d'expliquer, l'émulation du groupe, le fait de tout donner au groupe pour, en fait, indirectement, de façon un peu plus, égocentrée, en bénéficier en retour. C'est ça. Moi, j'ai du mal à voir dans quel autre type d'environnement que le sport, tu peux prendre conscience de ça. Surtout quand tu es jeune, que tu es en construction, tu vois? Si on prend ton parcours, je suppose que c'est quelque chose, voilà, tu en as pris conscience quand même relativement tôt. Écoute, oui et non, et c'est vrai que c'est là où le cheminement est intéressant, c'est que cette démarche-là,
alors après, elle correspondait aussi peut-être à une sorte de jeunesse, aussi une envie à un moment quand j'arrivais de garder les petites choses que j'avais construites ou de ne pas trop partager ce que je savais. Peut-être une idée aussi de vouloir se protéger, de vouloir garder ce que je savais pour moi et surtout essayer de créer mon chemin. Donc en effet, au début, j'étais dans une démarche plutôt inverse, qui était de se dire, bah voilà, j'ai un savoir, maintenant j'en garde 99% de sa valeur, et le 1% qui pourrait faire la différence, égoïstement, je le garde pour moi. Et tout le reste, je le donne. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, mais le peu de temps durant lequel j'avais ce mindset-là, c'était plutôt nocif. Alors, d'une part pour le groupe, parce que le groupe ne bénéficiait pas de cette émulation dont on évoquait, et d'autre part pour moi, puisque je ne me réinventais pas, et j'étais plutôt dans une logique de je protège ces 1% qui font la Ouais. différence contre vents et marées, je prie pour que personne, entre guillemets, développe cette compétence, point. Et en fait, à ce moment-là, bah, je me mettais pas du tout dans la logique d'équipe et d'émulation, mais quelque part, ce travail-là, lorsque je m'en suis rendu compte que j'ai pu mettre ce sujet-là sur la table, ça m'a fait un bien fou de pouvoir l'éclaircir. Et en effet, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail encore une fois de réflexion sur soi, d'écoute de ses émotions, de scan de ses compétences, de ses capacités. Et c'est un travail dur, mais qui en vaut énormément la peine lorsqu'on arrive à le réaliser. Super. Écoute, ouais, je suis 100 d'accord avec toi et je trouve ça juste génial, de voir, enfin, de voir à quel point ce genre de réflexion, t'a aidé, toi, à passer un cap et de voir aujourd'hui comment tu arrives à le partager, simplement, en fait, mais de façon très inspirante. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. On arrive déjà, sur la fin, Jonathan. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner, alors tu as déjà donné un conseil pour les Bah oui, c'est ça. rugbyman qui nous écoutent, mais peut-être pour des jeunes d'autres disciplines, ou des moins jeunes, mais ou je sais pas, un tips que tu aurais envie de partager? Ouais. Je crois que tu m'avais parlé de la Bah écoute, préparation avant l'entrée sur le terrain, que ça te disait bien, mais enfin bon, carte blanche, j'en ai trop dit. ouais, bah écoute, non, mais c'est vrai que là, non, non, mais c'est vrai que la préparation sur le terrain, bah comme je te le disais, elle est, rentrer, enfin mine de rien, rentrer sur un terrain avec des milliers de personnes, c'est pas forcément naturel. On n'a pas l'occasion de le faire tous les matins, et donc ça nécessite une réelle préparation en amont. Et c'est là pour moi l'importance de la préparation mentale. Après, la préparation mentale, elle vient comme un plus à la notion de plaisir. Et pour moi, cette notion de plaisir, elle est réellement au cœur de toute notre discussion. Et c'est aussi pour ça que, avant de rentrer sur un terrain et entre la fin de l'échauffement, l'arrivée dans le couloir et les quelques secondes avant de rentrer sur un terrain, c'est le sourire qui prime, puisque pour moi, c'est avant tout ça qui va me libérer dans la performance. Alors après, je ne dirais pas que la notion de plaisir est unique à tous et permet à tous d'arriver à un état de relâchement, mais en tout cas, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de partir dans un état d'esprit où on s'éclate. C'est entre guillemets faire les choses sérieusement sans vraiment se prendre au sérieux. Et c'est réellement aller s'investir, mais tout en gardant à l'esprit que le sport est avant tout une grande cour de récréation dans laquelle il faut y aller avec tout l'entrain qu'on pouvait avoir quand on était gamin. Et c'est pour moi vraiment ce transfert qu'il faut avoir. Écoute, super message, j'adore. Je pense que, en tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai de cette conversation, cet aspect, y aller sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, et la notion de plaisir qui est hyper importante, comme tu l'as dit. Donc, écoute, encore un grand, grand merci, Jonathan, pour ton temps, tous tes partages. Je mettrai dans la bio, pour celles et ceux qui voudraient te suivre d'ici les JO. Je mettrai ton Instagram, hein, je crois que c'est la meilleure plateforme pour te suivre. Oui, alors d'ici les JO, bien sûr, si ils ont lieu et si on s'y qualifie, puisqu'on doit encore passer les étapes de Ouais. qualification, mais en tout cas, tout au moins pour aussi suivre le process, pour s'enrichir, pour découvrir ce sport, je serais ravi en tout cas, ouais, de pouvoir que tu puisses rediriger tous les auditeurs sur mes comptes, et puis même plus globalement dire à chacun d'entre vous que quels que soient voilà, les sujets que vous souhaiteriez, que les personnes qui écoutent souhaiteriez
souhaiterais aborder sur le sport, sur le plaisir, sur l'excellence, sur les études, quoi que ce soit. Je reste à l'entière disposition de tous les curieux et curieuses. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Jonathan, on va partager tout ça. Super.